Que se passe-t-il lorsque le dernier survivant de l'âge d'or de la musique country parle enfin de la légende qui n'a jamais vécu jusqu'à 30 ans? Bill Anderson, connu dans le monde entier sous le nom de Whisperin' Bill pour son style de chant doux, presque étouffé, est resté un gardien discret des secrets de la country. Hank Williams Sr., en revanche, était une comète ardente, brillante et disparue trop tôt. Mais aujourd'hui, après des décennies de silence, Bill Anderson a choisi de parler. Pourquoi maintenant? Pourquoi partager ses souvenirs, alors que presque toutes les personnes susceptibles de les confirmer sont déjà décédées? C'est le mystère que nous sommes sur le point d'élucider. Un garçon ordinaire, doté d'un don extraordinaire, James William Anderson, est né dans ce qu'il appellera plus tard une enfance moyenne. Sa famille n'était pas pauvre, mais elle n'était pas riche non plus. Dans les premières années, il vivait à Columbia, en Caroline du Sud, où la vie semblait simple et stable. Cette stabilité a changé lorsque Bill était en 3e année. Ses parents ont déménagé la famille à Griffin, en Géorgie, séjournant brièvement chez ses grands-parents, avant de s'installer définitivement à Decatur. C'est là que le père de Bill a ouvert sa propre agence d'assurance, qu'il a dirigée fidèlement jusqu'à sa retraite. Bill écrira plus tard dans son autobiographie qu'il n'a jamais considéré son éducation comme remarquable. Il n'avait pas de luxe, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table, et à cette époque, la sécurité signifiait plus que des jouets ou des vêtements fantaisie. Pour des familles comme la sienne, la survie et la stabilité comptaient plus que tout. Découvrir une vocation. À Decatur, Bill allait au lycée Avondale. Il étudiait, jouait et extérieurement n'était pas différent des autres garçons de son âge. Pourtant, quelque chose en lui le distinguait discrètement. Alors que ses camarades de classe rêvaient d'université de carrière et de gloire athlétique, Bill écrivait déjà des chansons. La musique n'était pas seulement un intérêt, c'était une force qui le tirait vers l'avant. Dès l'adolescence, il était convaincu que ses chansons lui survivraient. Cette conviction est devenue sa boussole, le portant bien au-delà des rues de la petite ville de Géorgie, et dans un monde où son nom s'élèverait un jour aux côtés de géants. Un premier pas vers le destin. En 1957, encore jeune et largement inconnu, Bill enregistre 2 singles avec un label indépendant appelé TNT. L'un d'entre eux est sa propre version de City Lights. Les disques n'explosent pas dans les charts, et au début cela semble n'être qu'une petite vague dans un grand étang. Mais le destin a eu d'autres projets. Ce que Bill Anderson ne savait pas encore, c'est que ses premières chansons étaient les premiers jalons d'un parcours qui croiserait d'un jour des légendes comme Hank Williams Sr., et que finalement sa voix douce serait le dernier écho d'un âge d'or presque oublié. Lorsque Ray Price enregistre City Lights, et en fait un tube, le succès de ce single change tout pour Bill. Il lui ouvre les portes de Nashville, où il commence à présenter ses chansons à des producteurs et à des artistes, en espérant que quelqu'un l'écoutera. Très vite, Owen Bradley de Decca Records voit quelque chose de spécial dans la façon dont Bill écrit, et au cours de l'été de 1958, il signe un contrat avec Bill en tant qu'artiste-interprète. À partir de là, l'histoire s'accélère, car le premier album de Bill pour Decca, That's What It's Like to Be Lonesome, sort en décembre. Et dès l'année suivante, il se hisse à la 12e place du Billboard Country. Bientôt d'autres succès suivent comme 99 et Dead or Alive, et le rêve de Bill commence à prendre forme en tant que carrière. Avant que Bill Anderson ne connaisse ses grands succès, alors qu'il apprenait encore à écrire des chansons qui comptaient vraiment, il y avait un homme dont la voix avait déjà façonné la musique country. Cet homme s'appelait Hank Williams, et pour tout le monde, Hank était un grand nom de la musique. Il est né en septembre 1923 à Mount Olive en Alabama, et il était le 3e enfant d'Alonzo Lon Williams et de Jessie Lily Skipper. Hank a grandi dans la pauvreté en Alabama, où la vie était dure avec des chemins de terre et de longues journées. Cependant, il avait en lui quelque chose de spécial, qui ne se laissait pas abattre par les temps difficiles. Avec seulement une guitare et une voix qui sonnait vieille pour son âge, il a réussi à se faire une place dans la musique américaine.
Au moment où les 1950 sont arrivés, les chansons de Hank Williams avaient atteint la vie des gens d'une manière que les mots seuls n'auraient jamais pu faire. Your cheating heart. I saw the light, and I'm so lonesome, I could cry. N'étaient pas seulement des disques. C'était le son d'un chagrin d'amour, exprimé dans un langage si pur, qu'on avait l'impression que Hank en avait vécu chaque ligne. Pour Bill Anderson, encore un jeune rêveur qui passait ses nuits à écrire des paroles dans des carnets, Hank était tout ce qu'il voulait être. Alors quand le destin lui a donné la chance de rencontrer Hank, ce fut une nuit qu'il n'a jamais oubliée. Cela s'est passé à Nashville, la ville où tous les rêveurs se rendaient dans l'espoir d'une chance. Le Grand Ole Opry était le centre du monde pour tous ceux qui s'intéressaient à la musique country. Et un soir, Bill s'est retrouvé dans les coulisses parce qu'un ami qui s'occupait des lumières l'a fait entrer. Il déambule dans les salles bondées remplies de bavardages et de rires, se sentant comme un intrus agrippant un carnet qui contient tous ses espoirs. Et puis il le voit. Hank Williams se tient contre un mur, son chapeau de cow-boy incliné juste comme il faut, et une cigarette brûlant lentement entre ses doigts, tandis qu'un cercle de personnes est suspendu à chacun de ses mots. Bill s'est figé, car comment s'approcher d'un homme qui semble être la raison pour laquelle vous avez commencé à écrire des chansons? C'est alors que Hank l'a remarqué, et peut-être que c'était la façon dont Bill le fixait, ou peut-être que Hank avait simplement une façon de reconnaître quelqu'un qui avait faim de musique. Il lui a fait signe de s'approcher et a dit des mots dont Bill s'est souvenu pour le reste de sa vie. Vous avez l'air d'avoir une ou deux chansons dans le ventre. Bill ne s'est jamais souvenu de ce qu'il a répondu, mais quelques minutes plus tard, ils étaient assis ensemble sur un banc en bois dans un coin, tandis que la musique de l'Opry jouait au loin. Hank lui a posé des questions sur sa vie et ses rêves, et Bill lui a dit qu'il voulait écrire des chansons qui comptent. Hank lui a souri et lui a dit « Fils, si tu dis de la vérité, ils le sentiront. Si tu mens, ils le sauront. » Ces mots sont restés à jamais gravés dans la mémoire de Bill, mais ce soir-là, il n'avait aucune idée de ce qu'ils allaient en signifier. Avant qu'ils ne se séparent, Hank s'est penché tout près de lui et lui a chuchoté « Reste dans les parages, mon fils, et tu verras des choses que tu ne croiras pas. » Bill n'a pas compris à l'époque, mais il a compris plus tard que l'homme que le monde considérait comme intouchable cachait une obscurité qu'aucun projecteur ne pourrait jamais atteindre. Ce que l'amitié signifiait pour les légendes de la country. Quand on regarde Hank Williams, on voit un homme qui semblait avoir le monde entre ses mains, mais si on y regarde de plus près, on découvre quelqu'un qui dépendait profondément des gens qui l'entouraient. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la célébrité n'efface pas la solitude et que le succès n'a pas d'antidote pour guérir la douleur. Pourtant, l'histoire de Hank ne repose pas seulement sur des chansons, mais aussi sur les amitiés qui l'ont soutenu, même si elles n'ont pas pu le sauver. Bien avant les lumières de l'Opry, avant les tubes, il y avait Rufus T. Todd Payne, un musicien de rue noire qui a changé la vie de Hank sans même savoir ce qu'il façonnait. Todd a donné à Hank ses premières vraies leçons de musique et lui a appris à intégrer le son du blues dans la musique country, et ce mélange est devenu l'âme des chansons de Hank. Sans T. Todd, l'honnêteté brute de la voix de Hank n'aurait peut-être jamais existé, car ses premiers jours en Alabama ont été à la base de tout ce qu'il est devenu. Au fur et à mesure que Hank devient une star, la route devient sa seconde maison, et il ne la parcourt pas seul, car les cow-boys à la dérive sont toujours là aussi. Bob McNett à la guitare, Hilos Butrem à la basse, Jerry Rivers au violon et Don Helms à la steel guitare. Ces gars-là étaient plus que de simples musiciens. Ils étaient sa famille sur roue, ceux qui traversaient les longues nuits et les chemins de traverse pour s'assurer que le spectacle continuait. Ces hommes l'ont vu à son meilleur, quand la foule criait son nom, et à son pire, quand la douleur et le whisky l'ont laissé briser, et ils sont restés malgré tout, parce que la loyauté était profonde à cette époque. Hank avait aussi des amis qui comprenaient ses luttes, parce qu'ils luttaient contre les leurs. Pharoah Young était l'un d'entre eux, un collègue chanteur de country.
qui a parlé plus tard de cette époque avec le cœur lourd. Lorsque vous aimez quelqu'un comme Hank, vous voyez les fissures avant le monde, et parfois tout ce que vous pouvez faire est d'espérer qu'il tienne le coup un peu plus longtemps. Même après la disparition de Hank, son nom n'a pas disparu, et les amitiés qu'il a laissées derrière lui ont façonné la vie de son fils Hank Williams Jr. En fait, mon père avait un livre sur la guitare de Hank Williams, parce que des hommes comme Merle Haggard, Johnny Cash et Jerry Lee Lewis sont intervenus au cours de ces premières années. Leur influence est devenue le pont entre deux générations de musique country. Ils ont emporté avec eux des morceaux de Hank et les ont transmis à son fils, parce que la seule façon de maintenir la musique en vie est de la faire vivre par les gens qui l'ont le plus aimée. Pendant que Hank faisait son voyage, Bill Anderson suivait son propre chemin, et s'il y a un fil conducteur qui relie ces deux hommes, c'est bien celui-ci. Tous deux savaient que sans de vrais amis, la route vous mangerait tout cru. La vie de Bill dans la musique country était peut-être plus calme que celle de Hank, mais c'était toujours un monde qui pouvait engloutir un homme tout entier, et ce qui l'a sauvé plus d'une fois, ce sont les gens qui se tenaient à ses côtés. Joan Howard était l'une de ces personnes. Elle n'était pas seulement une partenaire de duo, elle était quelqu'un qui comprenait vraiment Bill, une amie qui a partagé la scène pendant 7 ans et qui a continué à partager sa vie bien après la fin des chansons. Bill a toujours parlé d'elle avec respect, la qualifiant de merveilleuse chanteuse d'écrivain talentueux et surtout de dame gracieuse, ce qui en dit long sur ce qu'elle représentait pour lui. Mel Tillis était un autre nom notable car Bill et lui collaboraient sur des projets d'écriture, mais leur amitié allait au-delà de leur travail. Ils passaient du temps ensemble, riaient ensemble, et étaient la preuve qu'à Nashville, les meilleures chansons viennent souvent de personnes qui s'intéressent à l'autre, autant qu'à la musique. Puis il y avait Vicky Salas, la femme que Bill appelait sa compagne de longue date, une relation qui a duré pendant des années, alors que la plupart des choses de la vie semblaient aller et venir. Ajoutez à cela Jack Green, un homme que Bill a rencontré pour la première fois au milieu des années 1950, et les jumeaux Harper qui ont voyagé avec lui pendant près d'une décennie, et vous verrez un schéma. Bill n'a pas seulement fait de la musique avec ces gens. Cependant, malgré toutes les personnes qui l'ont aimé et qui ont essayé de le stabiliser, la tempête à l'intérieur de Hank n'a jamais cessé de grandir. Et par une froide matinée de janvier, elle a éclaté d'une manière que le monde n'a jamais oubliée. La terrible maladie de Hank Williams. Hank Williams est venu au monde avec un fardeau dont la plupart des gens n'ont jamais eu connaissance car de l'extérieur, il avait l'air d'un jeune homme fort taillé pour la musique. Cependant, à l'intérieur de son corps, il y avait quelque chose qui a façonné toute sa vie. Il est né avec un spina bifida, occulta une malformation de la colonne vertébrale qui a laissé une partie de sa moelle épinière exposée et non protégée. Bien que certaines personnes puissent vivre avec cette malformation sans trop de problèmes pour Hank, cela a signifié une vie entière de douleur qui n'a jamais disparu. À l'époque, il n'y avait pas de chirurgie avant la naissance comme les médecins peuvent le faire aujourd'hui, et les traitements disponibles étaient rudimentaires, de sorte que Hank a dû vivre avec une condition qui n'a fait qu'empirer au fil des ans. Au début, il a appris à surmonter l'inconfort, mais les années passées à parcourir des routes accidentées dans de vieilles voitures, 1940, n'ont pas aidé, car chaque bosse meurtrissait un peu plus sa colonne vertébrale. Finalement, c'est devenu trop difficile pour lui de l'ignorer. Hank lui-même a admis plus tard dans une interview que le médecin lui avait dit que les innombrables kilomètres qu'il parcourait d'un spectacle à l'autre n'avaient fait qu'empirer les choses. Il disait qu'il pouvait à peine se tenir debout à cause de la douleur, et lorsque vous entendez sa voix dans les émissions de radio Mother's Best, cela vous arrête, parce que vous réalisez que derrière ces chansons, un homme se battait contre son corps chaque jour. En décembre de 1950, et la douleur avait atteint un point tel que Hank a accepté une chirurgie de fusion vertébrale à l'hôpital Vanderbilt, en espérant que cela le soulagerait. Malheureusement même, cela comportait des risques et des complications. Après l'opération, la douleur n'a pas disparu comme il l'espérait.
Au début de 1952, il a manqué un spectacle parce qu'il ne pouvait pas venir, et au lieu de se cacher derrière des excuses, il a enregistré un message d'excuse pour ses fans expliquant honnêtement ce qu'il traversait. Dans ce message, il a parlé de la maladie et de l'opération. Il a admis que son état était grave et que tous les kilomètres parcourus sur la route l'avaient aggravé. Quand on y pense, cela change la façon dont on entend ces chansons déchirantes parce qu'elles ne sont pas seulement sorties de son imagination. Parce qu'une telle douleur qui dure toute une vie ne reste pas seulement dans les os, elle s'infiltre dans tout. Et pour Hank, c'est devenu l'une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers la bouteille, et plus tard vers les pilules. Au début, c'était du whisky pour atténuer la douleur, puis des analgésiques, allant de la morphine à l'hydrate de chloral en passant par le Seconal. Il prenait tout ce qu'il pouvait obtenir pour éviter que la douleur ne l'écrase. Les choses ont empiré après une chute lors d'une partie de chasse dans le Tennessee en 1950 et un virgule. Cette chute a encore aggravé ses problèmes de dos. Après cela, le cycle du soulagement et du regret s'est renforcé, car chaque fois qu'il essayait d'échapper à la douleur, il s'enfonçait encore plus dans cette mauvaise habitude. C'est devenu un cercle. En 1952, sa consommation d'alcool était devenue incontrôlable, et même si ses amis et collègues tentaient de le ramener dans le droit chemin, il était déjà allé trop loin. En juin, son mariage avec Audrey s'est finalement effondré sous le poids des disputes et des trahisons. En août, le Grand Olé au Prix, où il avait été roi, l'a renvoyé parce qu'il n'était pas assez fiable. On a dit que c'était à cause de l'ivresse habituelle, et c'était peut-être le cas, mais en dessous de tout, il y avait un homme qui ne pouvait pas vivre sans anesthésier la douleur. Même alors, Hank a continué à essayer de travailler, parce que la musique était tout ce qu'il lui restait. Il jouait sur KWKH et d'OBAM, et passait du temps sur le Louisiana A-Reed. Quand il était sobre, il avait toujours cette magie. Cependant, ses nuits étaient rares, parce qu'il arrivait en retard, ou pas du tout plus souvent qu'autrement. En octobre de la même année, il épouse Billie Jean Jones. Mais même l'amour ne peut arrêter la chute, car le monde de Hank est alors rempli de pilules et de mensonges, et les personnes qui s'intéressent à lui ne savent plus comment l'aider. Son éditeur et mentor de longue date, Fred Rose, qui l'a soutenu pendant des années, s'est finalement éloigné, disant qu'il ne pouvait pas regarder Hank se détruire plus longtemps, les Drifting Cowboys étant déjà partis soutenir Ray Price. Hank se retrouve avec des groupes locaux et des inconnus qui ne parviennent pas à combler l'espace laissé par ses anciens amis. Puis, au moment où l'on pense que la situation ne peut pas être pire, Hank croise la route d'un homme nommé Horace Raphael Tobey Marshall à Oklahoma City. Un homme qui prétend être médecin, mais qui est en réalité un imposteur. Marshall avait un faux diplôme et une liste de titres inventés, mais Hank s'en fichait, car il était désespéré par tout ce qui pouvait le soulager. Sous le nom de Dr. C. Double Lemon, il remit à Hank un cocktail d'amphétamine, de succinyl, d'hydrate de chloral et de morphine. Et Hank le prit, car à ce moment-là, tout ce qui pouvait engourdir la douleur qu'il ressentait était tout ce dont il avait besoin. À la fin de 1952, Hank ne luttait plus seulement contre un mal de dos. Son cœur faiblissait aussi, et ce n'est peut-être pas une surprise, car un corps ne peut pas tout supporter avant de lâcher. Cependant, malgré tout cela, il a essayé de se lever et de chanter, parce que Hank Williams ne savait pas comment s'arrêter, même si chaque kilomètre et chaque chanson le rapprochèrent du bord. La fin tragique de Hank Williams. Malheureusement, Hank Williams est décédé le 1er janvier 1953 à seulement 29 ans, mais la route vers ce jour a commencé bien avant. Comme nous l'avons mentionné, il est né avec un spina bifida, occulta, une malformation de la colonne vertébrale qui l'a laissé dans une douleur constante. Cette douleur n'a jamais disparu, et après une chute lors d'une partie de chasse en 1950 et un virgule, elle s'est aggravée. Hank s'est d'abord tourné vers l'alcool, puis vers les pilules, pour soulager ce que les médecins n'arrivaient pas à guérir. Bientôt,
La dépendance à l'alcool s'installe et lui coûte presque tout son mariage avec Audrey, la confiance de ses amis et enfin sa place au Grand Hall au prix. Le dernier jour de 1952, Hank Williams doit se produire au Municipal Auditorium de Charleston, en Virginie-Occidentale. Ce spectacle était déjà un succès sur le papier, car les ventes de billets avaient atteint 3 500, ce qui en monnaie d'aujourd'hui vaudrait plus de 40 000 $. Malheureusement, la nature avait d'autres plans. Une tempête de verglas a balayé la région de Nashville ce jour-là, clouant tous les vols au sol, et au lieu de prendre l'avion, Hank a dû trouver un autre moyen de se rendre à la scène. C'est alors qu'il engage Charles Carr, un étudiant de 21 ans, pour le conduire dans sa Cadillac. Le plan semble facile lorsqu'il l'élabore en partir de Montgomery en Alabama et arriver à Charleston à l'heure. Cependant, le temps et la santé défaillante de Hank font que le plan est loin d'être simple. Il quitte Montgomery vers 1h de l'après-midi et en cours de route, Carr appelle l'auditorium de Charleston depuis Knoxville pour dire qu'ils ne seront pas à l'heure. Le promoteur ne voulant pas d'excuses, il ordonne à Carr d'oublier Charleston et de se rendre directement à Canton dans l'Ohio pour le grand spectacle du jour de l'an. Cela signifie un trajet encore plus long sur des routes verglacées avec un homme qui n'est déjà pas en état de voyager. Ils atteignirent l'hôtel Andrew Johnson à Knoxville vers 7h ce soir-là. Carr les enregistra et commanda 2 steaks à livrer dans leur chambre, pensant probablement que la nourriture pourrait aider Hank à se sentir mieux. Cependant, il était clair que Hank avait besoin de plus qu'un repas, car il était mal en point à cause du mélange d'hydrate de chloral et d'alcool qu'il avait consommé pendant le voyage. Carr demanda un médecin et le docteur P.H. Cardwell arriva. Le médecin donna à Hank 2 injections de vitamine B12, et chaque injection contenait également une dose de morphine, soit environ 16 mg en tout. Il était censé lui donner de la force, mais en réalité, il ajoutait un danger supplémentaire à un corps déjà affaibli par des années d'abus. Lorsqu'ils furent prêts à quitter l'hôtel vers 10h45 ce soir-là, Hank ne pouvait même pas marcher seul. Les porteurs d'urnes le portaient jusqu'à la voiture, parce qu'il toussait et hoquetait. Ils le déposèrent sur la banquette arrière de sa Cadillac décapotable, bleu clair, 1950, 2 séries, 6,2, et Carr reprit la longue route. Il sortit de Knoxville par Gay Street, puis Magnolia Avenue, en direction de l'autoroute 11W. Minuit arriva ainsi que la nouvelle année, alors qu'il franchissait la frontière de l'État du Tennessee et roulait jusqu'à Bristol en Virginie. Peu après la traversée, Carr s'est arrêté dans un petit restaurant ouvert toute la nuit et a demandé à Hank s'il voulait manger. La réponse de Hank a été courte. Il a dit non, et on pense que ces mots sont les derniers qu'il ait jamais prononcés jusqu'à ce jour. Carr a continué à rouler dans l'obscurité heure après heure, jusqu'à ce qu'il s'arrête dans une station-service à Oak Hill, en Virginie-Occidentale, pour faire le plein. Il est sorti, a fait le plein, puis a ouvert la porte pour vérifier si Hank allait bien. Au début, il a pensé que Hank dormait, mais quelque chose ne collait pas, car il avait beau l'appeler par son nom, il n'y avait pas de réponse. Lorsque Carr le touche, il se rend compte que Hank n'est plus là, et que la rigidité cadavérique a déjà commencé à s'installer. Carr se précipite chez le propriétaire de la station Glenn Burdett, qui appelle le chef de la police locale, O.H. Stamey. Stamey arrive et, comme un corps dans une voiture, signifie que les choses doivent être gérées. Avec précaution, il fait venir l'officier radio Howard Janney. En fouillant dans la Cadillac, ils ont trouvé des canettes de bière vides éparpillées, effet cruel, un morceau de parole manuscrite inachevé d'une chanson que Hank n'a jamais eu l'occasion d'enregistrer. Le corps a été transporté au Tyree Funeral House, où l'autopsie a été réalisée par le docteur Ivan Malinin, un médecin légiste d'origine russe, qui parlait peu l'anglais. Malinin a conclu que Hank était décédé d'une insuffisance cardiaque causée par le mauvais fonctionnement du ventricule droit. Il a également trouvé une contusion à l'aine, due à un coup de pied reçu lors d'une bagarre dans un bar de Montgomery quelques jours auparavant,
et un bras gauche blessé enveloppé dans un bandage. De retour à Canton, les fans attendaient un spectacle qui n'aurait jamais lieu. Lorsque le présentateur a annoncé à la foule que Hank était décédé, les gens ont d'abord ri, en pensant qu'il s'agissait d'une autre excuse pour justifier son retard. Cependant, lorsque Hawkshaw Hawkins et les autres chanteurs commencent à jouer « I Saw the Light », en hommage les rires cessent, car la vérité s'impose et la salle s'emplit de chagrin. Lorsque le corps de Hank se ramenait à Montgomery, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Hank est devenu une icône, et ses funérailles le 4 janvier ont lieu à l'auditorium municipal. 25 000 personnes ont assisté aux funérailles. En outre, 2 tonnes de fleurs ont été envoyées, et les stations de radio ont retransmis le service en direct car tout le monde voulait participer aux adieux. Les enquêteurs de l'Oklahoma ont commencé à enquêter sur le trafic de substances illicites après la mort de Hank. Au cours de cette phase, un nom revenait sans cesse, celui d'Horace Toby Marshall, l'homme qui avait prétendu être médecin et avait soigné Hank dans ses derniers mois. Le représentant Robert Cunningham a saisi les dossiers de Marshall au cours de l'enquête, et ce qu'ils ont trouvé n'a fait qu'approfondir le mystère. Dans un premier temps, Marshall a maintenu sa prétention d'être médecin, refusant de donner des réponses directes, mais sous la pression, il a fourni une liste de patients sur laquelle figurait Hank Williams. Selon Marshall, Hank lui aurait dit qu'il voulait détruire le Hank Williams qui gagnait l'argent qu'il recevait. Marshall a affirmé que Hank détestait le circuit des bars honky-tonk auquel sa carrière avait été réduite et qu'il craignait de se retrouver fauché et oublié. Si Hank avait décidé de mettre fin à ses jours, Marshall soutenait qu'il lui restait suffisamment de gloire pour en faire un spectacle de première classe plutôt que d'attendre 6 mois et de jouer pour des pièces de monnaie sur Skid Row. Marshall a été rappelé le 10 mars pour témoigner à nouveau, et cette fois, il a admis qu'il avait déjà menti auparavant. Il n'était pas un vrai médecin. Le représentant Cunningham a ensuite révélé qu'un télégramme provenant des dossiers saisis par Marshall avait été envoyé à la succession de Hank, exigeant 736,39. À la suite de cette découverte, il a averti que la liberté conditionnelle de Marshall pourrait être révoquée. 2 jours plus tard, Billie Jean Jones, la veuve de Hank, a comparu devant la commission et a lâché une autre bombe. Après la mort de Hank, Marshall lui a envoyé une facture de 800 pour des traitements et a ensuite essayé de la convaincre de payer en lui promettant qu'il lui ouvrirait la voie pour recouvrer la succession de son mari. Billie Jean a refusé et a déclaré à la commission qu'elle n'avait jamais accepté le rapport officiel selon lequel Hank était décédé des suites d'un problème cardiaque. Le mars 19, Marshall est revenu témoigner à nouveau. Il a maintenant affirmé que Hank était profondément déprimé et qu'il s'était suicidé par overdose des médicaments que Marshall lui avait prescrits. Les enquêteurs ont rapidement appris que Marshall avait prescrit de l'hydrate de chloral non seulement à Hank, mais aussi à sa propre femme Faye, récemment décédée. Il a nié être responsable de ces 2 décès. Cependant, l'analyse de l'écriture manuscrite effectuée le 20 et 1 mars a confirmé que Marshall avait rédigé 6 ordonnances pour Hank sous le faux nom de Dr. Cecil W. Lemon. Le même jour, les autorités annoncent que les analyses effectuées sur le corps de Faye Marshall ont prouvé que sa mort n'était pas liée aux médicaments que son mari lui avait administrés. Mais le mal est fait, le gouverneur Johnston Murray révoque la liberté conditionnelle de Faye Marshall, qui est renvoyée en prison pour y purger sa peine pour contrefaçon. Hank Williams a beau avoir quitté le monde à l'âge de 29 ans, sa musique a façonné presque tous les grands noms qui sont venus après lui. Elvis Presley s'est inspiré de l'émotion brute de Hank. Les Beatles ont admiré l'honnêteté de son écriture, et Bob Dylan a un jour qualifié son œuvre de pure poésie. Des légendes de la country comme George Jones et Tammy Wynette ont intégré son esprit dans leurs chansons. Parallèlement, Jerry Lee Lewis, Merle Haggard, Gene Vincent, Ricky Nelson et Conway Twitty ont tous trouvé des morceaux d'eux-mêmes dans le son créé par Hank. 1 an seulement après sa disparition,
le magazine Downbeat a demandé à ses lecteurs de choisir leur artiste préféré, et Hank a été élu l'artiste de country et de western le plus populaire de tous les temps. En 1960, son nom a été placé sur le Hollywood Walk of Fame, à 6400 Hollywood Boulevard, et en 1960, et un virgule, il est entré au Country Music Hall of Fame. En 1985, l'Alabama a honoré son fils, une fois de plus, quand Hank a été intronisé au Alabama Music Hall of Fame, prouvant que même des décennies plus tard, le monde ne pouvait toujours pas l'oublier. Bill Anderson ne l'a jamais oublié non plus. Lorsque Hank est décédé, Bill n'était encore qu'un adolescent à la poursuite d'un rêve, mais cette perte lui était personnelle, car les chansons de Hank faisaient déjà partie de sa vie. Bill se souvient souvent de cette nuit à l'Opry, où Hank lui a donné le conseil qui le suivra partout. Si tu dis la vérité, ils le sentiront. Si vous mentez, ils le sauront. À l'époque, cela semblait simple, mais au fur et à mesure que la célébrité de Bill grandissait, ces mots commençaient à peser plus lourd, car il commençait à se demander ce que cela avait coûté à Hank de vivre selon ses principes. Aujourd'hui, à 87, Bill en parle enfin. Hank a donné tout ce qu'il avait à ses chansons, et pourtant cela n'a pas suffi à le sauver de la douleur que personne d'autre ne pouvait voir. C'est peut-être la question que Bill Anderson nous pose aujourd'hui. Si les chansons que nous aimons proviennent d'endroits aussi sombres de la vie d'une personne, quelle part de l'histoire et des émotions de cette personne portons-nous avec nous lorsque nous écoutons sa musique? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, explorez les autres vidéos sur votre écran.